Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre quantique, dans la série des Curieux quantiques. Très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui avec un sujet qui est extrêmement intéressant, extrêmement d'actualité en quantique. On parle d'optique quantique, on parle d'optique pour le quantique. Donc, on va aborder tous ces aspects-là aujourd'hui avec mes deux invités. Donc, je suis Ghislain Lefebvre de l'équipe de Curieux Quantique et aujourd'hui avec moi, Madison Riley, directrice générale chez Optonic. Bonjour Madison. Bonjour Ghislain, merci de me recevoir. Avec plaisir. Merci à toi d'être ici. Et Maroun Massabki, directeur général chez Optech. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à l'Institut Quantique. Merci. Et donc, très heureux de vous avoir aujourd'hui pour discuter donc d'optique et de quantique. Maintenant, avant de sauter dans le vif du sujet, je serais curieux de vous entendre sur vos organisations respectives. Alors, Madison, de ton côté, qu'est-ce que c'est Optonic? Optonic, donc Optonic est une organisation à but non lucratif. C'est un autre terme qu'on utilise, un autre titre, c'est le pôle d'excellence en optique photonique du Québec, donc un pôle industriel. C'est une organisation qui est mandatée par le gouvernement du Québec, donc via le ministère Économie, Innovation et Énergie, pour appuyer le développement, la croissance de l'industrie optique photonique. Donc optique photonique, la science de la lumière, donc toutes les entreprises qui développent des technologies qui génèrent, qui détectent, qui manipulent la lumière. Au Québec, c'est un peu plus que 220 entreprises qui emploient un petit peu plus que 22 000 personnes. Donc, c'est un secteur à la fois économique et technologique très fort pour le Québec. Et Optonic a le mandat vraiment d'être là pour la mise en place de projets structurants, donc voir au développement stratégique du secteur, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, l'appui à l'innovation, l'internationalisation, l'aide à l'export, mais aussi un certain angle qui est plus la promotion, faire connaître le secteur auprès du grand public. Donc, un peu tout de ça, Optonic est là comme ressource experte de l'industrie. Ah, excellent. Puis, je suis curieux de t'entendre. On sait que la Ville de Québec et la région de Québec, donc, il y a énormément d'optique photonique qui se passe de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a ailleurs au Québec ou est-ce que c'est principalement concentré dans le coin de Québec? Il y en a à travers la province, là, je dirais les deux pôles de concentration, ça va être la région de Québec, ça va être aussi Montréal et un peu à Gatineau, davantage maintenant à Sherbrooke qui se développe et à Bromont aussi. Donc, saupoudré à travers le Québec, même quelques entreprises qui sont du côté du Saguenay. Des fois, on va parler de la région de Québec à cause qu'il y a une certaine densité là, importante qui vient de la présence de l'Université Laval, l'Institut national d'optique, aussi le Centre de recherche de la Défense nationale. Donc, qui a mené à une effervescence dans cette région-là. Mais en termes de nombre, c'est vraiment dans la région de Montréal qu'on trouve le plus grand nombre d'entreprises et aussi d'universités, d'institutions de recherche, de centres comme Optech que vous allez découvrir juste après. Donc, c'est vraiment là, une force qui va au-delà de la région, qui est vraiment là, une force provinciale pour le Québec. Excellent. Puis, peux-tu nous parler un peu de toi avec ton parcours? Donc, qu'est-ce que c'est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à être directrice générale chez Optonic? Qu'est-ce qui m'a mené à être directrice générale chez Optonic? Je me le demande, moi aussi. Non. En fait, je suis physicienne médicale de formation. Donc, j'ai fait un bac très théorique là, en maths et physique à l'Université McGill. J'ai continué à l'Université Laval en physique médicale, donc un programme accrédité. Physique médicale, c'est vraiment, en d'autres mots, un peu un genre de rôle de pharmacienne de la radiation. Donc, ça, c'est vraiment ma formation professionnelle. Mais après ça, j'ai continué au doctorat en de la recherche qui était pour la physique médicale, pour des traitements en radio-oncologie, mais qui était basé sur le développement de systèmes optiques. Donc, j'ai un peu une formation, je dirais, plus une expertise là, au niveau de la conception de systèmes d'imagerie, mais utilisée là, dans le milieu de la radiothérapie. Ensuite, j'ai œuvré là, comme physicienne médicale pendant 2 ans là, à l'ouverture d'un centre de radiothérapie sur la rive sud de Québec. Et tout à coup, rendu chez Optonic, là, peu de temps après. Mais peut-être, juste pour faire ça bref, là, qu'est-ce qui explique ce lien ou cette transition? Quand je faisais mes études, j'étais beaucoup impliquée, je dirais, dans les relations plus sciences et politiques, le monde, les milieux académiques, les milieux gouvernementaux. Donc, j'ai joué un rôle aviseur auprès du scientifique en chef du Québec, qui, lui,
avise le gouvernement en termes de recherche et d'innovation, mais préside aussi les fonds de recherche du Québec, donc les agences subventionnaires de la province. Et j'ai joué après ça un rôle très similaire avec la conseillère scientifique en chef du Canada. Donc, c'est différents rôles et expériences là, qui m'ont vraiment mis à un rôle d'interface là, entre ces différents milieux-là et éventuellement qui m'a amené vers Optonic, qui joignait en fait ces différentes expériences, expertises que j'ai développées avec le temps, mais aussi qui a mis en valeur plus la partie, mon expertise technique, là, donc qui revenait de mon temps d'études graduées. Là. Donc, un mélange de tout ça là, qui me permet, comme je dis à ma mère, de jouer un rôle de traductrice là, pour l'industrie là, chez Optonic aujourd'hui. Excellent, merci beaucoup. On va revenir avec plein d'autres questions dans quelques instants. Maroun, de ton côté, donc tu es directeur général chez Optech. Qu'est-ce que c'est Optech? Alors, Optech, nous aussi, on est un organisme à but non lucratif avec un mandat qui est différent d'Optonic. Notre mandat principal, c'est d'aider les entreprises à innover en utilisant la science de l'optique et des photoniques. Donc, en gros, on dessert le secteur principalement privé québécois. Les entreprises viennent nous voir avec des problématiques qu'ils ont dans le développement d'un système, d'un sous-système, une application qu'ils ont en tête, puis on les aide à le développer. Donc, on est une équipe de 35 spécialistes, des physiciens, des ingénieurs, des technologues. Et les mandats qu'on exécute, c'est vraiment de la preuve de faisabilité jusqu'au test en conditions opérationnelles, donc avec une livraison d'un produit ou d'un procédé bien défini. Et donc, vous êtes un CCTT, là, un centre collégial de transfert technologique. Oui. Qu'est-ce que c'est un CCTT? Donc, comme vous êtes dans cette grande famille-là qui est un peu partout dans la province. Donc, il y a 59 CCTT au Québec dans plein de domaines différents. Certains sont sectoriels, d'autres sont plus technologiques. Donc, en optique, on est vraiment technologique, étant donné qu'on s'applique à plein de secteurs différents. Et les CCTT sont nés dans les années 80, donc c'est un système, un mécanisme qui est quand même relativement vieux. Et comment c'est né? En fait, c'est la constatation qu'il y avait beaucoup d'équipements dans les cégeps qui ont des programmes techniques et que les équipements étaient sous-utilisés. Donc, ils vont être utilisés 3 heures par semaine, 6 heures par semaine avec les cohortes, puis le reste du temps, les lumières sont éteintes et puis le labo ne sert à rien. Alors, à l'époque, surtout en région, les gens d'affaires ont dit « ça serait bien de pouvoir accéder à ce parc d'équipements ». Et là, c'est là qu'ils ont créé les premiers centres où est-ce que des équipements techniques, scientifiques étaient disponibles aux entreprises par l'intermédiaire de chercheurs, de technologues. Et tranquillement, c'est parti de carrément rien à aujourd'hui, c'est plus de 2400 experts. Donc, tout le monde connaît les grandes universités québécoises, mais si on dit aux gens, est-ce que vous connaissez les CCTT? Il y a 2400 experts en sciences et en technologie. Malheureusement, on ne connaît pas les CCTT au Québec. Quand même, c'est plus de 6000 entreprises desservies à chaque année, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 200 millions. Mais on gagne à être connu davantage. Bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, absolument. Donc là, Optech, vous êtes lié à 3 cégeps plutôt qu'un seul. Donc, avec qui est-ce que vous travaillez plus étroitement? Oui. En fait, on travaille le plus étroitement avec les entreprises. C'est vraiment le cœur de nos activités, mais on a une affiliation académique, effectivement, avec les 3 cégeps qui offrent les programmes de technologie du génie physique au Québec. Donc, André Laurando, John Abbott et le cégep de la Pocatière. Maintenant, si vous demandez à l'écosystème optique photonique et globalement au Québec, qu'est-ce qui manque de plus? C'est des technologues en génie physique. Malheureusement, les cohortes sont encore trop petites. Le taux d'abandon est quand même élevé. Ce n'est pas un programme qui est facile. Et après ça, une majorité des étudiants poursuivent à l'université en ingénierie pour la plupart. Donc, effectivement, chaque année, il y a peut-être 10, 12 finissants en technologie du génie physique. Pour toute la province. Pour toute la province. Théoriquement, je pense que le besoin pourrait être facilement de 40 à 60 finissants.
Je peux vous dire que les collègues au Fab Lab Quantique ici sont d'accord avec vous. Ils sont à la recherche de ces jeunes qui ont cette expertise-là. Mais bref, on va continuer du côté optique. Donc, vous êtes liés à ces 3 cégeps-là, mais bon, j'imagine que c'est ça, vos activités sont partout dans la province, donc pas nécessairement juste sur les campus des 3 cégeps en question. Ah oui, tout à fait. On a des clients aussi américains, européens, bien entendu, partout un peu au Québec. Il n'y a pas de zone géographique réservée là, à nos activités. Et Maroun, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à être directeur chez Optech? Qu'est-ce que c'est ton parcours plus personnel à toi? Alors, mon parcours, ça a commencé par une présentation en secondaire 3 sur le laser dans mon cours d'anglais et que j'ai été fasciné par qu'est-ce que je devais expliquer aux gens, de réaliser qu'on pouvait prendre une énergie, l'énergie qui voyage le plus vite dans l'univers, et la contrôler pour lui faire qu'est-ce qu'on veut, la mettre en phase, en séquence, en cohérence, pour générer une impulsion qui, après ça, pouvait contrôler des atomes, des molécules. Puis vraiment, le déclic est né de là. Puis en secondaire 3, je me suis dit, Maroun, tu t'en vas en génie physique. C'est exactement le chemin que j'ai suivi. Puis, à la fin de mon génie physique, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Donc, tu es porté à faire des études supérieures. Puis, à un moment donné, j'ai eu une job au Conseil national de recherche, donc au CNRC. J'ai travaillé là pendant 2 ans. Puis là, je me suis dit, Maroun, est-ce que tu veux faire pour le reste de ta vie un travail hyper concentré dans un domaine où est-ce qu'on était 200 dans une conférence, en contrôle non destructif, en laser ultrason? Je me suis dit non, si j'ai étudié le génie physique, c'est que je veux explorer plein de choses différentes. Alors, je suis allé travailler dans le secteur privé, profiter un peu du boom des télécoms à la fin des années 90, qui n'a pas duré longtemps. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai travaillé aux États-Unis pour Motorola, donc des grandes entreprises. J'ai travaillé pour des startups, travaillé pour des PME en France, au Canada. Puis depuis bientôt 15 ans chez Optech, au développement des affaires. Donc, quand j'ai rejoint Optech, on était 5 employés. Puis maintenant, on est rendu 35. Donc, visiblement, on a bien réussi notre développement des affaires. Plus de 90% de nos revenus proviennent du secteur privé ou du secteur privé avec des subventions gouvernementales associées. Donc, un fonds de financement de base de 10% seulement. Et puis, il y a 2 ans, Denis, qui était l'ancien directeur d'Optech, a pris sa retraite. Et puis, le poste s'est ouvert, j'ai appliqué, puis le conseil d'administration m'a fait confiance. Félicitations. Donc, content de vous avoir tous les deux avec moi aujourd'hui. Allons-y du côté de la science un petit peu, puis on ira du côté des politiques par la suite. Là, on parle d'optique et de photonique. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Avant de sauter dans le quantique, c'est la question que je me pose. Je vais laisser Maroun s'attaquer à cette grande question. Bon, c'est très personnel comme perception. C'est un peu l'équivalent entre l'électrique et l'électronique, ou l'électrique et la microélectronique. On peut voir l'optique vraiment comme la science générale et globale du contrôle de la lumière. Puis la photonique, c'est quand on commence à rentrer dans des systèmes, des sous-systèmes de taille microscopique, là. Donc, on est dans le micron, on est dans la manipulation vraiment fine. Je ne veux pas dire cohérente de la lumière, parce qu'il y a des systèmes macro qui sont aussi cohérents, mais c'est quand on est dans le système intégré, dans la fibre optique, dans le sous-système qui est sur un chip. Donc, ça se ressemble. Quoique ça couvre 2 aspects un peu différents. Mais globalement, l'optique, la définition, c'est vraiment très global sur qu'est-ce que ça peut toucher. Ça fait que si je parle d'optique, je suis encore pas pire pour le reste de la conversation. Puis encore en photonique. Oui, c'est ça. J'allais dire, c'est drôle parce que peut-être l'optique peut englober de façon plus large, mais je dirais, moi, dans mon rôle, j'ai tendance à diminuer même à la photonique. La photonique qui est par définition la science de la lumière, parce que c'est déjà pas un terme qui est dans le vocabulaire commun ou dans même l'imaginaire commun. Donc, quand on parle à des gens, que ce soit au niveau du gouvernement ou des entreprises qui peuvent adopter des solutions de la photonique, là, commencer à faire la distinction entre les mots puis parler du monde de l'optique photonique, là, des fois, c'est plus facile d'utiliser un mot plus rassembleur. Le terme optique aussi, c'est beaucoup des lunettes.
Ouais, Donc, c'est ça. quand on parle d'optique, les gens pensent qu'on est opticien ou dans les lunettes. Ça vous arrive souvent? Oui, ça arrive très souvent quand que tu es en optique, tu fais des lunettes. Oui, on pourrait, mais pas juste. Hein. Ben, en fait, petite anecdote sur ça. Récemment, là, j'avais vu sur un site comme un job board là, des offres d'emploi qui étaient d'une association internationale là, en optique photonique. Donc, je regardais c'est quoi qu'il y avait du côté du Canada. Il y avait juste quelques postes, puis c'était tout, dans le fond, des postes pour travailler dans des lunetteries, parce que j'imagine qu'ils cherchent du monde, donc ils ont pris toutes les options possibles. Donc, tu vois que des fois, c'est ça. Il y a une certaine déformation là, liée au terme employé. Là. C'est extrêmement sympathique. Je n'avais jamais pensé comme ça, mais bon, peut-être que vous avez une carrière future donc dans tous les aspects de l'optique. OK, donc, on vient de démêler optique et photonique. Maintenant, quand on parle de photonique quantique, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on ajoute dans ce cas-là, Maroun? C'est la grande question. Moi, quand j'ai fait mon bac, j'ai eu des cours de mécanique quantique, j'ai eu des cours de mécanique statistique, d'électronique quantique, mais je n'ai pas eu de cours de photonique quantique. Mais c'est quoi la photonique quantique? Ben, en fait, c'est l'utilisation d'un signal optique ou photonique pour contrôler, pour lire, pour modifier l'état d'un système quantique. Donc, bon, c'est pas nouveau. La mécanique quantique, la photonique quantique, la base, là, ça remonte à une centaine d'années. Il y a eu la première révolution, les années 50-60 avec les lasers, démocratisation du laser dans les années 80 avec les lecteurs CD. C'est vraiment, ça a été là, le boom du laser industriel, donc comment on le fabrique avec des procédés et tout. Bon, la photodiode et tout ça. Et puis, bon, depuis une éternité, on rêve de l'ordinateur et des communications quantiques. Donc, la théorie est là depuis un bon bout de temps, mais c'est dernièrement que la pratique, que les capacités en termes technologiques ont permis de mettre en application les bonnes idées qui roulent depuis les années 40-50 en mécanique quantique, en photonique quantique. Donc, si je comprends bien, si on prend par exemple un qubit qui est à la base d'un ordinateur quantique, pour certains types de qubits, donc si on veut les contrôler, ces qubits-là, on va les contrôler avec des pulses de lumière. Donc, c'est là la photonique quantique, si je comprends bien. Donc, on va prendre nos photons, on va venir contrôler, on va venir manipuler, transformer l'information qui est sous forme quantique, donc l'information quantique qui est emmagasinée dans notre qubit, et c'est là, dans le fond, la photonique quantique. C'est bien ça? Oui, alors c'est un peu le parallèle. Bon, les gens qui ne sont pas en physique, là, l'explication que je donne, c'est une balançoire. Quand ton enfant te dit plus vite, ben, tu essaies de pousser en phase. Puis si tu veux ralentir, ben, tu pousses en déphasage. Ben, la même chose avec la matière, dès qu'il y a un peu de chaleur, puis quand je parle d'un peu de chaleur, là, c'est 0,1 Kelvin, un tout petit peu, ben, la molécule, elle vibre un tout petit peu. Puis ça, c'est l'ennemi numéro 1 de la mécanique quantique, c'est l'incertitude thermique. Donc, comment réduire l'incertitude thermique? Ben, la façon la plus directe, c'est de refroidir le système. Mais bon, les systèmes peuvent refroidir jusqu'à un certain niveau. Puis après ça, c'est quoi qui vient donner la touch finale pour vraiment figer l'atome? C'est un signal laser qui est en déphasage de sa vibration, qui vient vraiment le ralentir. Puis après ça, il y a d'autres systèmes qui viennent le lire ou le modifier. Mais grosso modo, quand on parle en cryogénie, ben oui, il y a des systèmes thermodynamiques qui vont faire le gros de la job. Mais la cerise sur le sundae, souvent, c'est des systèmes optiques, des lasers, qui vont venir vraiment bien figer l'atome pour pouvoir en faire une lecture, que ce soit pour un ordinateur ou pour un capteur. Okay. Donc, autant évidemment le qubit pour un ordinateur quantique comme le qubit pour un capteur quantique. Dans les deux cas, pas de différence d'un point de vue photonique, au sens où on va aller le contrôler, on va aller le modifier comme nous, on le désire. Ouais. Okay. Chez Optech, donc, vous travaillez avec des entreprises. Est-ce que c'est possible de nous donner des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées, justement, dans des projets technologiques quantiques? Oui, ben alors, je peux donner certains exemples, pas tous les exemples. Les exemples publics, ben, on travaille présentement avec Pascal, que vous connaissez bien, qui est installé ici à Sherbrooke. On a travaillé aussi avec Numana dans la mise en place là, de leur banc de distribution de clés quantiques.
Puis on travaille aussi avec d'autres entreprises pour des applications de senseurs. Donc vraiment, on couvre assez large. Et les dossiers qu'on touche, ce n'est pas dans le fondamental, on est vraiment dans le pratico-pratique. Comment développer un connecteur qui va résister à 5000 cycles de connexion, déconnexion et qui va relier en bout de ligne un embout de fibre à un système qui est refroidi, tout en acceptant des défaillances de l'ordre de 10 à la moins 4. Donc, ça, c'est l'erreur là, qui est commise, c'est ça? Bien, c'est une défaillance expérimentale. Est-ce qu'on est capable de le brancher, le débrancher 10 000 fois en se permettant un mauvais contact, par exemple? Donc, c'est vraiment des problèmes très techniques, très terre-à-terre, qui ont été abordés il y a longtemps dans les systèmes, par exemple, photoniques sous-marins. On peut comprendre qu'on déploie de la fibre sous l'océan Pacifique, avec des répéteurs, avec des modulateurs. On ne veut pas envoyer quelqu'un toutes les semaines pour réparer. C'est des systèmes qui doivent être autonomes pendant 25 ans. Bien, même chose aujourd'hui, on est en train de voir là, des procédés d'assemblage aussi, comment on peut les automatiser, comment on peut les accélérer, comment on peut faire en sorte que ça ne demande pas 4 PhD dans un laboratoire pendant 4 mois pour assembler un sous-système, comment on peut le faire de façon industrielle, en volume. Et donc, c'est vraiment c'est qu'est-ce qu'on aborde. Comment on amène ça ailleurs pour que ça puisse quitter les laboratoires académiques et que ça puisse rester rentable dans le marché commercial. Et c'est là où vos 35 employés donc, accompagnent les entreprises avec leur expertise à développer cette technologie-là, donc qui reste dans l'entreprise par la suite. Oui, exactement. Donc, on a un mode d'opération qui fait en sorte que la propriété intellectuelle reste à l'entreprise. Nous, après ça, on reste avec un savoir-faire. Donc, malheureusement, on sous-estime le savoir-faire sans rien enlever à la valeur d'un brevet. Mais le savoir-faire, c'est une connaissance qui reste et après ça, qui est répétable et qui est diffusable au sein de l'écosystème. Et bon, c'est l'avantage d'être un OBNL, c'est que tout ce qu'on apprend, ben, retourne après ça à l'écosystème et réinvestit dans l'OBNL. Il n'y a pas de propriétaire qui part avec l'argent à la fin de l'année. Bon, je n'ai rien contre les entrepreneurs, mais dans un modèle plus social, où est-ce qu'il y a certains fonds publics qui sont investis, c'est bon d'avoir cette roue qui réinvestit dans elle-même pour après ça redonner aux mêmes entreprises qui reviennent nous voir ou à d'autres entreprises. Oui. Excellent, merci. Madison, du côté d'Optonic, vous êtes moins dans l'accompagnement technique des entreprises, dans le développement de leur technologie. Donc, où est-ce que vous agissez principalement? En fait, nous, je dirais, on n'est pas dans l'accompagnement, dans le développement technologique, dans le sens qu'on n'est pas dans le laboratoire, mais chose importante quand même à souligner, une portion importante des personnes dans l'équipe ont une formation technique dans le domaine. L'optique photonique, comme le quantique, on s'entend, est assez niché, donc ça prend une bonne compréhension de ce que font les entreprises, les technologies que les entreprises développent, mais après ça, de bien comprendre comment ces technologies-là doivent être développées, mais après ça, peuvent être adoptées peut-être par différents milieux preneurs. Donc, nous, c'est ça, on n'est pas dans l'accompagnement, je dirais, on n'est même pas nécessairement dans l'accompagnement individuel, un peu des fois par la bande, mais notre rôle est vraiment dans qu'est-ce qui est structurant. Donc, je disais un peu plus tôt, on regarde plus vers le futur, le moyen long terme, et c'est de penser qu'a besoin l'industrie pour vraiment croître. La main-d'œuvre, par exemple. Donc, on en parle beaucoup. Et on en parle beaucoup, justement. Maroun faisait référence là, au manque de technologues de génie physique en particulier. Donc, par exemple, pour la main-d'œuvre, on va agir d'un point de vue qui est les talents, donc vraiment l'attraction, la rétention, l'intégration des talents dans le milieu industriel. Donc, on travaille de près avec les collèges, avec les cégeps, mais avec les universités aussi à cet égard-là.
Après, on va travailler d'un point de vue aussi des compétences pour la main-d'œuvre actuelle dans les entreprises. Donc, on pense à des initiatives de formation continue, de requalification. Par exemple, un projet qui est en développement, c'est comment est-ce qu'on fait de la formation continue pour les ingénieurs, pour les technologues en place dans les entreprises en photonique pour la commercialisation de technologies quantiques. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va aider plusieurs entreprises d'un coup, donc qui va diminuer peut-être le risque ou surtout le coût financier pour les entreprises, mais les permet d'accélérer la capacité d'une masse critique d'entreprise. Ça les aide dans leur capacité d'innovation, de commercialisation, éventuellement là, vraiment la croissance. Donc, ça, c'est un exemple. Mais aussi, je disais plutôt, on joue le rôle un peu de ressources expertes là, pour l'industrie. Ça prend différentes formes, entre autres pour des acteurs, je dirais, qui sont plus des partenaires de l'industrie, donc le gouvernement, entre autres. On jouait un rôle de coordination plus diplomatique. Là. Dans la dernière année, on travaillait de près avec les Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas là, qui ont émis une grande stratégie en photonique intégrée. Là. Donc, on parle beaucoup de semi-conducteurs, les chips électroniques. En photonique intégrée, on parle des chips photoniques. Donc, des grands investissements qui se sont passés du côté des Pays-Bas et on voulait voir c'est quoi la synergie entre le Québec, mais le Canada, l'écosystème du Canada et les Pays-Bas. Et c'est nous qui avons été mandatés de jouer le rôle de coordination stratégique entre les deux écosystèmes. Donc, ça permet justement, des fois, à des acteurs gouvernementaux qui ont peut-être moins de connaissances dans ce domaine-là, d'utiliser une ressource comme nous, là, donc qui est appuyée par les différents gouvernements pour aider le développement de ce secteur-là en faisant le pont entre le gouvernement et l'industrie là, dans ce cas-ci. Puis là, on va continuer dans cet axe-là dans un instant, mais j'ouvre une parenthèse. Donc, tu viens de nous parler de photonique, donc sur semi-conducteurs. Tantôt, on avait mentionné qu'évidemment, les lasers peuvent voyager dans la fibre optique. Donc, la communication, c'est peut-être l'image qu'on a le plus souvent de la communication par laser, ça va être par la fibre. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il peut aussi y avoir de la photonique sur semi-conducteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est comme technologie? Essentiellement, j'ai le goût j'aimais beaucoup les descriptions techniques là, à Maroun, peut-être qu'il va être le meilleur placé là, quand je dois parler à un public peut-être plus audience plus large. Là, quand je parle de l'importance de la photonique intégrée, on parle vraiment évidemment, la réduction de taille de système optique, des choses qui mesuraient peut-être 2 mètres de long, des lasers, que maintenant on est capable d'intégrer sur des chips de quelques millimètres, nanomètres. Là, c'est que ça permet d'aller à la vitesse de la lumière très rapidement. Mais ça permet aussi là, de diminuer la consommation énergétique. Là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que quand on est en train tu mentionnais la communication, les télécommunications, une partie vraiment importante. Maintenant, on parle beaucoup du datacom, donc les grands centres de données là, qui doivent stocker énormément de données. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait en photonique intégrée pour diminuer justement, à chaque point de contact qui est typiquement électrique, comment est-ce qu'on va vers un point de contact qui est photonique par la lumière qui permet la réduction en énergie. Donc, c'est un peu là l'importance un peu plus grand public. Peut-être si on veut aller plus en détail, je ne sais pas, Maroun, si tu veux t'attaquer. Au niveau fondamental, même si on parle juste d'une chip semi-conducteur, comment on a fabriqué cette chip, c'est un immense objectif optique. Ouais. Puis là, justement, Intel vient d'annoncer la mise en route d'un système de fabrication de semi-conducteurs ils vont descendre leurs traces à 10 nanomètres. Et le gros retard qu'Intel a pris les dernières années, c'est que, contrairement à des compétiteurs, ils ont moins cru dans les performances de leurs objectifs UV pour aller graver les semi-conducteurs. Donc, à la base, la fabrication, le traçage d'un semi-conducteur, c'est de l'optique. Sans optique, il n'y a pas de semi-conducteur. Après ça, effectivement, l'exemple le plus fondamental, je pense, c'est le laser intégré. Donc, cette capacité de passer d'un laser qui est dans une chambre avec une grosse enceinte, un gaz, des gros miroirs, à un laser à l'état solide qui est fabriqué avec des processus de microélectronique, mais dont l'objectif final est de faire sortir une impulsion d'énergie lumineuse cohérente.
Puis là, de plus en plus, les gens sont en train de se dire, ah oui, ben on peut faire ça. Est-ce qu'on peut intégrer à ce moment-là le laser avec un filtre en plus, sans rajouter, sans venir coller un filtre, mais de le faire avec un processus maîtrisé en silicium. L'immense difficulté, c'est que les semi-conducteurs ont comme quelques morceaux de Lego sur lesquels ils peuvent utiliser des matériaux, germanium, silicium et tout. Mais quand on regarde le nombre de morceaux Lego différents en photonique, c'est énorme. Donc, il y a cette complexité d'adapter une variété de matériaux que les gens en microélectronique vont moins aimer parce que ça va salir leurs équipements dans des applications bien précises, mais qui ne sont pas illimitées non plus. Il y a des défis, comment faire une mémoire optique, comment arrêter un photon pour lui dire de rester là et d'être casé là pendant un certain temps, comme on fait avec un électron dans une mémoire. Mais c'est là que le quantique commence à embarquer, puis que si on est à suffisamment basse température, effectivement, on peut avoir un état qui est plus ou moins stable pendant quelques millisecondes, là, si on est bon, mais suffisamment pour en faire la lecture puis conclure sur la résolution d'un algorithme, par exemple. Puis tu nous disais que les traces donc, sur les semi-conducteurs vont être de l'ordre de 10 nanomètres. Donc, on parle d'une centaine d'atomes de large. Si je me rappelle bien qu'un atome a à peu près 0,1 nanomètre. Donc, on est proche des grandeurs, donc même des atomes. Donc, les phénomènes quantiques, effectivement, on peut penser à ces tailles-là sont extrêmement importants. Ah, mais c'est énorme. C'est là le défi. C'est que si tu les colles, même si classiquement, ils ne vont pas partager d'informations, mais quantiquement, ils peuvent passer d'un bord à l'autre. Donc là, c'est toute une nouvelle gamme de défis, même dans un système qui, à la base, n'est pas photonique, mais qui commence à démontrer une réaction quantique. Tellement on est rendu dans le petit au niveau des composants. Excellent. Donc, je vais fermer ma parenthèse. Tu nous avais parlé de photonique intégrée, c'est ce qui me l'avait fait ouvrir, mais tu étais en train de nous parler, en fait, de structuration de l'industrie, tu nous as nommé l'enjeu de la main-d'œuvre, évidemment, dont on entend parler abondamment, mais qui est vrai, évidemment, dans le monde de l'optique photonique aussi. Il y a aussi tout un pan de ce que vous faites chez Optonic qui est du côté de Science Policy, donc les politiques publiques en sciences. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce que vous faites de ce côté-là? Oui, bien sûr. Peut-être la motivation principale de travailler dans qu'est-ce qu'on pourrait appeler là, le monde des politiques publiques. Je dirais que c'est peut-être l'absence d'une stratégie en photonique, là, dans le sens que on ne l'a pas dit explicitement, mais la photonique, c'est de nature habilitante. Donc, les technologies vont servir, par exemple au Québec, là, les 3 secteurs applicatifs principaux pour l'industrie photonique. On parle de sciences de la vie, on parle de la fabrication avancée, défense, sécurité, et plein d'autres à quasiment des niveaux pas mal égaux. Mais ça veut dire que le Québec, par exemple, là, va avoir des stratégies industrielles en aérospatial. Les batteries, là, de ces temps-ci, on entend beaucoup parler des minéraux critiques. Donc, en sciences de la vie aussi. Donc, ça devient une question de comment est-ce qu'on peut faire un effet levier, bien comprendre c'est quoi les expertises, les forces, l'infrastructure, les différents, on va dire, parties prenantes là, de l'écosystème optique photonique, comment qu'on peut en faire un effet levier pour ces autres secteurs qui sont stratégiques, qui sont clés pour le Québec, mais aussi, justement, d'un point de vue, peut-être, là, je parlais du Québec, d'un point de vue national, dans les dernières années, là, on est dans un monde qui connaissent bien, j'imagine, la stratégie quantique nationale. L'optique photonique est fondamentale dans le développement de ce secteur à beaucoup de différents niveaux. Donc, on jouait un rôle encore là comme un peu ressource experte là, de bien comprendre c'est quoi les forces industrielles qui peuvent être amenées, c'est quoi les différentes expertises académiques qui peuvent être contribuées. Donc, c'est là qu'on joue vraiment un rôle d'épaulement, on va dire, d'accompagnement avec les acteurs plus gouvernementaux pour bien comprendre, bien
valoriser, puis après ça, pouvoir prendre des décisions plus éclairées sur comment ce secteur de force peut vraiment être intégré là, dans les différentes politiques. Mais comme je reviens au début, qu'est-ce que je disais, c'est sûr que c'est un travail qui n'a pas le choix d'être quand même proactif là, dans un certain sens, parce que si on ne le fait pas, on ne court pas après nous non plus, là, vu qu'il n'y a pas une stratégie, par exemple, industrielle dédiée au secteur de la photonique. C'est un peu un secteur qui va, les entreprises vont évoluer en fonction des différentes opportunités, des programmes qui existent, vont prendre les opportunités qui viennent. Mais le plus que nous, on travaille à ce niveau-là, au niveau des politiques publiques, là, science policy, le plus qu'on peut travailler vers une démarche qui est un peu plus structurée et vraiment amener, faire avancer, on va dire, l'industrie, l'écosystème dans une direction commune vers des objectifs communs. Là. OK, donc là, tu nous as parlé de la stratégie nationale en quantique, donc qui est en place depuis quelques années maintenant. Donc, le gouvernement canadien a mis en place cette stratégie-là en disant, bien, les sciences quantiques, c'est un secteur qu'on veut développer, on y croit en termes d'innovation pour l'avenir, donc on veut structurer ce secteur-là. Et là, ce que tu nous dis, c'est que tout le secteur optique photonique, en fait, comme technologie habilitante, c'est une technologie qui vient supporter donc cette stratégie nationale-là. Maroun, du côté d'Optech, comment est-ce que vous voyez votre rôle à l'intérieur de la stratégie nationale et évidemment, oui, avec ces technologies habilitantes-là, mais comme organisation, est-ce que vous profitez de la stratégie ou est-ce que vous voyez où est-ce que vous pouvez aller de votre côté? Je suis très pragmatique, puis malheureusement, on n'en profite pas. Une raison est fort simple, c'est que la stratégie a été principalement orientée vers des programmes universitaires. Donc, malheureusement, comme au BNL qui faisons de la recherche, on n'a simplement pas accès au fonds. Et ça, c'est un énorme danger, je pense. C'est que présentement, puis j'imagine qu'il y a des professeurs d'université ici, la tendance, c'est que le gouvernement dit, soyez à l'écoute des demandes du marché, puis fournissez qu'est-ce qu'il vous demande. C'est un énorme danger parce que là, on tue l'idée dans l'œuf, on ne donne plus la place à de la recherche inventive, on est juste en recherche réactive pour plaire aux industries. Donc ça, fondamentalement, c'est dangereux pour la recherche fondamentale canadienne. Et c'est dangereux aussi, je donne souvent l'exemple de la fibre optique. Dans les années 60, quand on a demandé aux militaires c'est quoi l'intérêt de développer de la fibre, ils n'ont pas dit « Ouais, on pense que dans 50 ans, les gens vont vouloir downloader des vidéos de chats qui se roulent dans la neige. » Personne n'a imaginé YouTube puis Facebook. Donc, des fois, ce n'est pas le besoin qui doit driver la demande, c'est simplement une curiosité scientifique. Maintenant, si on ne fait que juste ça, que miser sur l'académique, la valorisation va se faire, oui, dans des papiers, dans des étudiants, maîtrise, doctorat, mais après ça, comment on valorise pour aller vers l'innovation? C'est la fameuse vallée de la mort, où est-ce qu'au Canada, on n'a pas un système économique comme en Allemagne, comme aux États-Unis, comme en Corée du Sud, avec des conglomérats, des immenses compagnies comme Samsung, comme Google, comme Siemens, qui peuvent dire, oui, moi, je prends une idée académique qui a fait ses preuves en TRL 3, TRL 4, puis je vais mettre 1 milliard, puis dans 3 ans, ça va être commercialisable. La réalité des PME canadiennes, il n'y a pas de PME qui peuvent mettre 1 milliard sur une invention de table de laboratoire universitaire. Donc, il faut amener ça de façon plus loin en TRL 5, 6. Il faut être capable de faire maturer ces inventions pour les rapprocher du milieu preneur qui, au Canada, sont principalement des PME. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une grosse entreprise étrangère qui vient acheter la propriété intellectuelle. Puis il y a des papiers qui le démontrent. 55% des brevets universitaires au Canada, en 2021, je pense, ont été achetés par des entreprises étrangères. Dans certaines universités, ça monte au-delà de 70%. Donc, c'est un danger parce qu'après ça, ce n'est pas valorisé au pays, c'est valorisé à l'étranger. Donc, dans les politiques, d'après moi, il y a une énorme réflexion à faire. Quelle est l'étape subséquente pour s'assurer
que de l'invention à l'innovation, bien, que ça reste au Québec ou au Canada. Puis on ne voit pas cette étape présentement. Ce n'est pas encore dans les réflexions. Si je peux me permettre, là, ça, Maroun, tu le décris bien, là, qu'est-ce que je dirais comme étant comme le continuum de l'innovation, là, donc d'aller vraiment de la science fondamentale à la commercialisation, à l'adoption. Et une chose un peu fondamentale à souligner, c'est le temps que cette progression-là prend, qui va nécessairement, pardonnez l'anglicisme, clasher avec les cycles politiques. Donc, par exemple, là, hier, c'était la journée du budget, donc peut-être les autres sont pas autant excités que moi là, quand un budget sort. Là. Moi, je suis une des personnes qui aime ça, qui va lire en long et en large, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les financements se font sur une certaine période. Il y a une certaine compréhension. Il y a un gouvernement, par exemple, qui veut saisir l'opportunité de positionnement, le leadership qu'on veut atteindre, par exemple, pour le Canada en quantique. Donc, un certain montant qui est investi. Après ça, ça va se diviser selon les piliers, la recherche, les talents, la commercialisation. Mais c'est quand même fait pas dans un regard de temps qui va nécessairement suivre là, ou qui va être adapté à tout ce continuum pour vraiment ce qui va ultimement assurer un leadership du Canada. Donc, un petit peu plus tôt, quand je parlais de notre rôle à l'interface, c'est là aussi, c'est beaucoup d'éducation, d'éducation dans le sens un peu faire comprendre qu'est-ce que ces cycles impliquent et comment, qu'est-ce qu'on doit faire ou c'est quoi les obstacles pour s'y rendre et comment qu'on doit prévoir là, des années d'avance parce que sinon, nos entreprises, on ne va pas pouvoir les faire croître, les faire scaler localement. Ce n'est pas juste la technologie qui va être utilisée ailleurs, c'est littéralement les entreprises aussi qui vont aller ailleurs. Puis cette sensibilisation-là, est-ce que tu nous racontes, est-ce que c'est par rapport justement aux gens en politique, aux politiques en général, ou est-ce que c'est aussi une sensibilisation vers les entreprises sur comment, utiliser des programmes, comment bénéficier de ce qui est en place, comment faire entendre sa voix aussi auprès des gouvernements, ou dans quel sens tu l'entends, cette sensibilisation-là? All of the above. Donc, vraiment, là, tout ce que tu viens de mentionner, c'est très important. Je ne crois pas que toutes les personnes au gouvernement doivent être des personnes expertes là, du quantique ou de la photonique, mais doivent avoir les ressources pour bien les conseiller. Donc, nos conseils sont une dimension de toutes les autres considérations qui doivent être prises en compte. Donc, oui, il y a une éducation, un accompagnement. Là, je veux dire, c'est vraiment de la co-construction là, qui doit se faire avec les acteurs gouvernementaux. Mais l'autre partie est très importante parce que, particulièrement au Québec, le Québec a investi fortement en quantique, même d'une façon qui peut dépasser le fédéral. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles, mais des fois, quand il y a tellement de ressources disponibles, ça devient, pour une entreprise, très difficile de naviguer entre les organisations, entre les programmes de financement. Donc, cette partie-là est aussi très importante justement pour les entreprises, pour les permettre de réussir le plus rapidement possible. Mais une chose que tu as mentionnée, Ghislain, qui est aussi très importante, la concertation d'une industrie. Puis là, nous, notre rôle devient très important là. Ça, c'est vraiment primordial parce que la valeur de moi, Madison, qui va parler au gouvernement, bon, tu sais, on peut avoir des belles discussions, là, je peux faire un beau sourire, mais ultimement, ce que je dis est seulement important si je suis bel et bien en train de représenter l'industrie, l'écosystème. Et je peux seulement faire ça si, à la base, on a créé une mobilisation de l'industrie, de l'écosystème. Il y a une concertation et après, on peut amener ça à un autre niveau qui peut se faire avec l'industrie. Tu sais, les discussions peuvent se faire à différents niveaux, mais je considère vraiment à la base, là, dans mon rôle chez Optonic, que c'est la mobilisation d'une industrie, d'une communauté, c'est vraiment un privilège qu'on a. Et après ça, c'est notre rôle, notre responsabilité de bien l'utiliser, ce privilège-là, parce que ça existe de faire des mauvaises mobilisations, puis après ça, qui peut amener des décisions importantes dans la mauvaise direction. Donc, ça devient très fondamental là, pour faire avancer de façon commune là, dans la bonne direction. Là.
Excellent, merci. Donc là, tu nous as parlé vraiment de la mobilisation des entreprises, à un niveau plus politique, plus global. Si je reviens du côté d'Optech, vous développez des projets avec les entreprises, donc pour la mise en place de partenariats, pour vraiment là, partir de l'idée puis dire, OK, bien, on va vous accompagner. Comment ça se passe, cet accompagnement-là? Comment vous créez les liens? Est-ce que c'est les entreprises qui viennent vous voir? Est-ce que c'est vous qui allez voir les entreprises? Comment cette dynamique-là s'opère? On est construit vraiment comme une entreprise, dans le sens qu'on a une équipe de développement des affaires. On a des gens sur le terrain qui participent à des événements, qui prennent des contacts, qui font des coups de téléphone, des courriels, puis là, on prend des contacts, puis là, les gens nous disent, effectivement, moi, je développe un système, est-ce que j'aimerais détecter tel polluant dans l'eau? Je ne trouve pas le produit commercialement, est-ce que l'optique peut régler mon problème? Donc là, on peut partir comme ça d'un besoin, faire une étude de faisabilité, puis leur dire, oui, écoutez, il y a des papiers qui démontrent la théorie, puis là, le client peut décider d'aller de l'avant avec un projet. Bon, ce n'est pas tous les clients qui vont dire, let's go, on met 2 millions sur un projet. Ils vont aller par phase. Ils vont nous demander est-ce qu'il y a des programmes qui existent, qui peuvent amoindrir le déboursé initial. Donc là, on va étudier un peu leurs besoins, puis c'est là que les politiques, les programmes, oui, il y a tel programme au fédéral, tel programme au provincial, on démarre avec ça, on continue avec ça, ça fait un bon ficelle, un montage financier qui va vous financer 50%, puis après ça, vous faites une demande de crédit d'impôt, puis donc on accompagne les entreprises dans ce genre de dynamique. Pardon. Malheureusement, qu'est-ce qu'on observe? C'est cette instabilité dans les programmes que les gens d'affaires n'aiment pas. Un programme qui apparaît, qui 6 mois plus tard disparaît parce qu'il n'y a plus de financement, qui est sur la glace pendant 9 mois, qui réapparaît pendant 3 mois. Une annonce, je l'ai déjà vécu, le 22 décembre pour déposer le projet le 16 janvier. Tout le monde est comme, attendez, là, qu'est-ce qu'on fait à Noël? Donc, on n'est pas loin d'avoir la bonne recette, mais il s'agit de l'appliquer de façon un peu plus assidue, d'être un peu plus prévisible, puis de dépasser justement les prochaines élections dans les annonces. Ça, déjà là, c'est tout simple, mais ça aiderait vraiment. Excellent. Je me tourne maintenant vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos panélistes d'aujourd'hui? Tu as pris de cours. Ben oui, hein, Donc, pas de questions, pas de problème. Moi, j'en ai d'autres pour vous. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite des choses en optique photonique au Québec, au Canada? Qu'est-ce qui s'en vient technologiquement, mais aussi en opportunité? Donc, c'est assez vaste comme question. Madison, de ton côté? Mais technologiquement, on en a parlé beaucoup. Là. C'est sûr que, avec le quantique, avec les semi-conducteurs, il y a énormément qui se passe. Je pense, peut-être si je parle d'un point de vue peut-être un peu plus personnel ou mon souhait, et c'est une dimension du travail qu'on fait, c'est la partie, vraiment la vulgarisation de cette science, la démocratisation de l'optique photonique. On ne réalise pas qu'on a la photonique au bout des doigts au quotidien. Je veux dire, c'est ça qui nous permet de communiquer justement avec... On a nos cellulaires. C'est vraiment une technologie qui est typiquement verte, qui permet tellement de choses dans tellement de secteurs. Mais c'est peu connu. C'est vraiment peu connu. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit convaincre tout le monde de venir travailler dans ça, mais en même temps, ça peut être une source de fierté pour les citoyennes, pour les citoyens. Donc, par exemple, là, nous, le mois prochain, à l'Assemblée nationale, on fait un événement grand public qui s'appelle La lumière de chez nous. On joue un peu sur Maître chez nous. Donc, l'idée, c'est on va avoir une conférence interactive grand public sur le quoi et le pourquoi exactement de la photonique.
photonique, mais aussi des entreprises qui vont venir avec leur technologie pour que les gens, puis en fait beaucoup de personnes sur la colline parlementaire, là, puissent venir découvrir c'est quoi ça, la photonique. Parce que, par exemple, là, ça se fait à Québec, mais à Québec, tu passes sur l'autoroute, là, tu vois les entreprises, les logos d'entreprises sur le bord de l'autoroute, mais les gens le voient au quotidien sans savoir que on est en train de mesurer l'émission des gaz à effet de serre à partir de l'espace grâce à des composants, des systèmes d'imagerie qu'on a développés ici au Québec même. Donc, je pense que qu'est-ce que j'ai le plus hâte, c'est vraiment, il y a un grand potentiel de démocratisation de ce secteur, de cette technologie-là. C'est des promesses de métiers qui sont vraiment maintenant, là, on entend beaucoup de personnes qui changent d'emploi parce qu'ils veulent s'identifier des fois à la mission, vraiment plus à l'application de travailler vers une société meilleure, de travailler vers un avenir plus vert. Et la photonique permet ça sous plein de différentes formes. Donc, c'est vraiment de voir le potentiel de faire de projets technologiques, vraiment des projets de société et comment qu'on réussit à faire ça d'une façon qui est très inclusive, donc qui défait peut-être les stéréotypes qu'on a un peu de composition des gens qui sont en physique ou en génie. Donc, je pense que c'est ce potentiel-là que moi, j'ai le plus hâte là, de voir changer, évoluer là, dans les prochaines années et c'est ça que j'ai le plus hâte de contribuer. Oui, excellent. Merci. Maroun, de ton côté? J'ai 3 enfants, puis quand je vois malheureusement comment l'optique, mais les sciences sont enseignées encore au secondaire, ça me fait mal. Puis quand j'essaie de convaincre mes enfants que les sciences, c'est le fun, puis que la photonique, c'est hallucinant, puis la photonique quantique encore plus, je leur dis, imagine, tu prends la source d'énergie qui voyage le plus vite dans l'univers connu, pour qu'est-ce qu'on en sait encore aujourd'hui. Puis tu vas vouloir contrôler quelque chose qui est infiniment petit. Donc, tu dis à une énergie qui voyage à une énorme vitesse, toi, tu vas venir contrôler cet électron ou cet atome pour l'immobiliser. On va utiliser quelque chose qui voyage extrêmement vite pour immobiliser quelque chose. Bien, c'est ça la photonique. Donc, il y a un concours de ponts à l'école, où est-ce qu'ils font des ponts en popsicle. C'est vraiment cool. J'ai jamais vu autant d'excitation dans un gymnase, plus même que durant une game de hockey. Mais je leur dis, bien là, vous faites un pont qui doit résister à une certaine masse. Bien, imagine si je vous dis que votre défi, c'est prendre quelque chose qui voyage à 300 000 km par seconde, puis d'immobiliser un atome. Puis là, les gens sont comme, ah, c'est ça que vous faites? Oui. Donc, c'est vraiment créer cet intérêt profond, là, cet amour, puis de dire, bien, il est là le défi. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait là? Bien, ça s'applique partout. Tu veux aller en environnement, en aéronautique, en médical, en biotech, en art de la scène, peu importe, ça va fonctionner. Chez Optech, on travaille sur un projet pour mesurer le spin d'une balle de golf pour une compagnie qui développe des systèmes de golf intérieur. On travaille pour une compagnie qui veut mesurer des spins d'électrons. On travaille pour une compagnie qui détecte le cancer du cerveau, puis on travaille pour une compagnie qui font des spectacles au Super Bowl avec des bracelets qui s'illuminent. Donc, si quelqu'un ne trouve pas son intérêt là-dedans, l'optique offre toutes ces possibilités. Puis si je peux me permettre, là, je pense qu'une chose que j'aime beaucoup, qu'est-ce que tu dis, Maroun, parce que des fois, on pense que en sciences et politique, c'est un emploi ou une carrière, mais c'est vraiment, à la base, c'est de bâtir les ponts, de rendre la science plus accessible et d'une part et d'autre, de faire des rapprochements. Mais tous les gens qui sont dans le milieu de la photonique, dans le milieu du quantique, ont, je veux dire, le pouvoir de partager leur passion, de parler de la science que les personnes font au quotidien. Il y avait un député fédéral, là, il y a quelques années, qui poussait beaucoup « Share your science story » parce qu'on ne sait jamais vraiment c'est quoi qui peut avoir un impact sur une personne là, dans la rue, dans une conversation vraiment aléatoire. Là. Puis je donne un exemple avec
ma mère, bon, elle a vu passer mon parcours là, en long et en large, mais elle n'est pas du tout dans le domaine. Puis c'est juste dans la dernière année, Donna Strickland faisait une chronique à CBC Radio. Puis là, elle m'avait texté, elle était toute excitée parce qu'elle avait entendu « Photonics is the technology of the 21st century ». Puis là, comme tout à coup, à cause de la façon que ça avait été présenté, ça résonnait beaucoup plus avec elle. Puis là, elle a comme fait des liens avec moi, qu'est-ce que je fais. Mais c'était quelque chose qui l'a vraiment fait. En fait, elle a senti un sentiment d'appartenance à tout ça, mais juste à pourtant, moi, j'aurais pensé, c'est moi qui vais l'amener là, mais pas du tout. Là, on ne sait jamais. Donc, c'est vraiment là, les scientifiques dans nos milieux des technologies habilitantes, de vraiment parler de comment c'est habilitant pour la société, pour l'environnement, pour un avenir collectif meilleur. Je pense qu'on a vraiment ce pouvoir-là, ce privilège-là aussi de le faire. Donc, j'encourage là, les personnes qui nous écoutent là, vraiment à saisir l'opportunité quand elle vient. Racontez votre histoire. Exactement. Bien, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Maroun. Merci, Madison, d'avoir été ici pour cette rencontre quantique. Vraiment extrêmement intéressant. Si vous voulez réécouter cette rencontre, vous avez le choix entre YouTube, donc la chaîne de l'Institut quantique, ou encore en balado sur Spotify et Balado Québec. Un grand merci à Tom Mala pour l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé à avoir plus de nouvelles de Curieux Quantique, évidemment, vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.